cette finale, est-ce que c'était pour vous une finale de légende? Il n'y a pas un énorme suspense à la réponse, j'imagine. Mais enfin, on va quand même la poser, cette question de... Prenez pas vos ardoises, je vous demande individuellement, parce que là, je vous ai pris un peu dépourvu. Alicia, c'est une finale de légende ou pas? Un immense oui. Dominique? Oui, pour la grande histoire, mais pas forcément légendaire. Karim? La plus grande de l'ère moderne. Johan? Ah oui, 1000 fois. Ludovic? Sans aucun doute. Et Raphaël? Sans aucun doute. C'est vrai, Karim Benani, qu'on s'est amusé à se rappeler toutes les finales. Autant il y a eu, avec nos Bleus, on en parlera sans doute avec vous, Dominique, des demi-finales dingues, des quarts de finale démentiels, des huitièmes de finale fous. Mais celle-là, en finale, sortir un match comme ça... On délimite où l'ère moderne? Pour moi, après... Allez-y, chacun s'exprime. 1970, télécouleurs, si vous voulez. On a quelques images. 66, c'est un peu plus loin, avec l'Angleterre. 70, Brésil, Pelé, on part de là. contre l'Italie. 74, l'Allemagne qui gagne aussi contre les Pays-Bas. 78, Argentine, 82. Toutes ces finales-là, pour moi, même si le France 98 face au Brésil, avec cette dramaturgie encore, on en parlait, contre les deux adversaires en France, relève un peu de la légende aussi, avec ce doublé de Zidane, mais ça va bien au-delà des buts. C'est le scénario, la dramaturgie dont on parlait, et dont on ne cesse de parler depuis le début de cette émission, le fait qu'il y ait des héros qui soient présents au moment important de cette partie. En grec, on dit le kairos, c'est le moment suspendu un peu dans le temps. Ben, c'est exactement ça. À ce moment-là, il y avait un véritable kairos dans ce match au moment des tirs au but. On ne savait pas qui allait l'emporter jusqu'au bout de la nuit, au bout de cette finale de la Coupe du Monde. Pour moi, oui, aujourd'hui, c'est la plus grande, la plus belle de l'ère moderne. Et celles qui vont arriver derrière, il va falloir être à la hauteur. Parce que honnêtement, marquer 6 buts en finale de Coupe du Monde déjà, c'est monstrueux, avec des stars, des ballons d'or potentiels, ou ceux qui l'ont déjà été, qui performent dans cette finale-là. C'est juste extraordinaire. Et comme si, et je terminerai là-dessus, l'histoire du foot voulait qu'il y ait un passage de témoin entre Lionel Messi qui arrête, qui remporte sa Coupe du Monde et qui adoube finalement son successeur Kylian Mbappé. Dominique Grimaud, où la situer? Allez, depuis 70, on part de là, c'est un joli point de départ. Celle de Pelé, qui est la plus belle. Voilà, pour vous c'est la plus belle. 70, oui, nettement. Mais on parle de quoi? On parle d'émotion, on parle de technique. Tout, on parle de ce que nous ont livré ces 3 heures. Plusieurs choses. Moi, ce qui me gêne un peu avec ce match, et Dieu sait que je l'ai aimé, c'est qu'en fait, il a duré 40 minutes. C'est la plus petite finale en durée. Mais c'était pareil pour non, pas du tout. Non, on parle de match de légende. Oui. La grande différence, selon moi, qu'il y a, alors vous me direz, ce n'est pas des finales. Entre Séville, 82. Mais je suis sur une finale, Dom. Non, mais là, sur on parle une finale, de finale. on sait que c'est... Oui, alors... Là, je parle vraiment de finale. Mais sur 40 minutes, sur 40 minutes. Parce que cette finale, pendant 80 minutes, elle est totalement déséquilibrée. J'ai rarement vu une équipe bouffer son adversaire au point où les Argentins nous ont mangé pendant 80 minutes. Donc on ne peut pas parler d'un match fou non plus. Oui, Dominique, ça renverse pas tout après ce qui se passe quand à partir de la 80. Oui, mais le foot, ça peut jouer même à la dernière seconde. Dans ton cœur, Il n'y a pas besoin de... faut que tu attendes 80 Oui, mais minutes. Dom, il n'y a pas toujours besoin d'attendre... Là, je me il n'y a pas besoin d'attendre 80... Il ne faut pas jouer 90 minutes, un match. Pourquoi ça ne peut pas rejoindre la légende de Séville 82? Parce que 82, ça commence tout de suite. Mais c'est une demi-finale, Dom. Oui, d'accord. Non, mais je suis sur les finales, là. Je Alors, vous demanderai sur les Bleus tout à l'heure. Non, mais je vous demande... Ouais. Mais c'est sûr que celle-là, c'est tant mieux. Oui. Mais bon... Moi, regardez, ce soir, je vous réponds, Moi, je préfère... ça dépasse mon 86, qui était le tout haut. Pareil, oui, c'était il y a moins de buts. Moi, j'ai beaucoup aimé la finale 70. J'ai beaucoup aimé la finale 74. Et ça, je m'en suis jamais remis. Avec la défaite de Cruyff et des Oranges. Tout le monde souhaitait, le monde entier souhaitait la victoire de Cruyff. Je m'en suis jamais remis. J'ai pas connu celle de 54 qui était, paraît-il, extraordinaire, avec le Hongrois qui mène 2-0. Ah, le miracle de Berne, c'est ça, non? Berne, avec Puskás, l'équipe de Puskás qui mène 2-0 10 minutes et qui se fait rejoindre puis dépasser par les Allemands en 1954. Non, mais ça veut bien dire que si vous êtes en 74 sur le cœur de Johan Cruyff, et ça peut se discuter, depuis, si on les reprend une à une en finale... Mais depuis, on a eu des finales, effectivement, Brésil... 86, c'est pas mal, avec l'Argentine et l'Allemagne. On a eu, tu as raison de le souligner, notre victoire, notre première victoire en... Bon, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que cette finale 2022 dépasse en revanche la finale 2006. Que nous perdons également au tir au but. Oui, c'est vrai. Voilà. Au plan émotionnel, il n'y a même pas photo. Les premiers mots de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a forcément énormément de regrets. À 2-0, si on en prend un troisième, il n'y a rien à dire. On a encore plus de regrets. On a fait ce qu'il fallait pendant pratiquement 1 heure. Après, avec beaucoup de courage, de qualité, d'énergie, on les a poussés dans leur dernier retranchement.
Ça se joue à une dernière occasion, à la 120e minute. On n'a pas tout bien fait, à l'image de notre tournoi, mais on a de la qualité. On revient de nulle part. Quand on se rapproche alors de quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer. On a Maxime Bossis qui est avec nous, défenseur historique et légendaire de l'équipe de France, le grand Max. Bonsoir Maxime, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. Vous avez entendu peut-être Dominique Grimaud se remémorer Séville 82. Salut, là on est sur une finale. Quel est le mot que vous voulez retenir de cette finale? Nous on était sur fier ou triste. Quel est votre sentiment ce soir? Les deux à la fois, triste bien sûr parce qu'on y a cru. Après, comme l'a dit Dominique, 75 minutes où l'équipe de France était vraiment très inférieure à celle d'Argentine, qui avait pris la finale par le bon bout. Mais cette équipe de France est toujours paradoxale depuis le début de la Coupe du Monde, capable de certaines errances à chaque match, mais capable aussi de revenir, quel que soit l'adversaire, quelles que soient les circonstances. C'est ce qu'ils ont réussi à faire encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en termes de tension, de rebondissement, ça reste quand même une finale de légende. Mais pendant 75 minutes, l'Argentine a été quand même nettement supérieure à l'équipe de France. Est-ce que vous retenez, Maxime Bossis, le cran avec lequel ces gamins, on les a appelés gamins depuis le début, ont su faire face et tenter de revenir dans cette finale de Coupe du Monde quand même. Il n'y a pas plus grand comme match, hein. Oui, c'est un cran énorme parce que Didier Deschamps fait sortir 3 ou 4 cadres importants qui étaient au bout du rouleau. On pense à Griezmann, à Giroud, Raphaël Varane pendant les prolongations. Et malgré cela, donc les jeunes rentrent et apportent beaucoup à cette équipe de France. Kolo Muani, Marcus Thuram et tous les autres, Camavinga et au milieu de terrain également Fofana. Donc c'est peut-être un passage de relais entre deux générations. Quelques cadres vont rester, d'autres vont partir, mais c'est très très encourageant pour la suite que les jeunes aient pu prendre place à ce niveau-là dans cette équipe de France et dans cette Coupe du Monde. Un dernier mot, Maxime Bossis, on a cessé de répéter que c'était bien la preuve qu'il ne fallait jamais banaliser une finale de Coupe du Monde, quand bien même elle vient 4 ans après la précédente, 4 ans et demi là, en l'occurrence calendairement. Il y a de l'espoir pour la suite, on va en revivre d'autres? Oui, on va en revivre d'autres depuis pas mal de temps maintenant, pas mal d'années. À chaque fois qu'il y a une compétition Euro ou Coupe du Monde, la France fait partie des équipes favorites et ça va continuer encore pendant longtemps car il y a un grand vivier de jeunes joueurs très très intéressants. Merci Max Bossis d'avoir été avec nous ce soir. Un immense plaisir de vous avoir eu ce soir en témoin après Alain Giresse tout à l'heure. Bonne soirée Maxime, merci d'être passé dans le DG. On part à Doha, on va au Qatar où nous attend l'un de nos envoyés spéciaux. Ce sera lui qui va clôturer cette équipe de Greg spéciale Coupe du Monde. C'est Bertrand Latour qui est avec nous. Bonsoir Bertrand. Je vous demande pas comment vous allez. J'imagine que vous êtes sous le choc émotionnel de ce match comme nous. Mais évidemment, faut se remettre dedans. Faut faire son boulot. Vu du stade, dans quel état là vous êtes 2 heures après? Ça fait 2 heures déjà, on n'a même pas vu le temps passer. Ce sont des sentiments qui s'entremêlent. On est vraiment passé par toutes les émotions et je pense que ce match est un concentré de tout ce que permet de vivre le football. On a été, en plus nous on était avec les supporters français vraiment derrière la cage où les Français notamment ont marqué en deuxième période. Ce qu'on a vécu c'est une humiliation pendant 70-75 minutes où au moins on n'était pas déçus parce qu'on n'y a jamais cru. Donc à ce moment-là c'était presque plus simple dans ce cas-là et après on a vécu ce séisme Mbappé qui était hallucinant. C'est-à-dire qu'au moment où Mbappé relance le match et ensuite égalise, là pour le coup de notre côté presque les tribunes ont tremblé. 5 minutes avant, les supporters français étaient avachis sur leur siège. Ces mêmes supporters qui avaient passé quasiment tout le match debout et on y a cru. Puis après les montagnes russes et évidemment cette occasion ratée de Kolo Muani. Je suppose que vous en avez beaucoup parlé, mais voilà, moi je me dis qu'au final on est passé tout près d'être champion du monde et tout le paradoxe c'est que c'est peut-être pas la meilleure équipe qu'on ait eue. On a eu beaucoup d'errements durant cette compétition, y compris durant ce match-là. Et voilà, je vais être un peu vulgaire, mais ça fait quand même chier d'en être arrivé là pour perdre au tir au but de cette manière-là, quoi. C'est ce que j'ai dit en ouverture tout à l'heure en disant vous m'en voudrez pas d'avoir les boules. On est raccord là-dessus. Alors non, pour vous répondre, on n'a pas tant parlé que ça de l'occasion de Randal Kolo Muani. On a plutôt salué son entrée, le penalty provoqué, la façon dont lui et Marcus Thuram et même comment d'ailleurs à la fin ont réussi à relancer l'équipe de France. Vous voyez, on était plutôt sur cette ligne-là. Je voudrais Bertrand que vous nous racontiez
votre expérience au moment de la demi-volée de Kylian Mbappé. Dire au moment de cette déviation de la tête, cette frappe, alors que d'autres auraient peut-être voulu se l'emmener pour assurer. J'aurais voulu savoir ce qui s'est passé quand vous avez vu l'action devant vous. Bah, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est idéalement placé et on voit le ballon partir de son pied. Et immédiatement, on a ces quelques secondes où on sent que le ballon prend la très bonne trajectoire. Et là, ensuite, tout le monde exulte. Enfin, là, pour le coup, là, on avait un peu mis les cartes de presse dans la poche et je peux vous dire que chacun a exulté. C'était d'autant plus facile qu'on était dans la tribune des Français qui, là, pour le coup, ressemblait vraiment à une tribune française. C'était pas le cas lors du match face au Maroc où il y avait énormément de Marocains. Là, pour le coup, il y avait cet espace où il y avait beaucoup de Français. Je sais pas si les chants français ont pu être perçus à un moment donné, mais en tout cas, ça a vraiment tremblé très fort et c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à y croire très très fort. Oui, Johan. Bertrand, c'est surtout, là on parle vraiment en tant que passionné, j'ai envie d'avoir tes émotions vraiment sur cette soirée mythique, parce que moi ce que j'adore dans le football, c'est quand parfois on essaye de comprendre tactiquement, on essaye de comprendre, alors que le foot ce soir, ça a été irrationnel, ça a été parfois même illogique. Vraiment toi Bertrand, même pas en tant que journaliste, mais en tant que passionné, raconte-moi ta journée d'aujourd'hui, ta soirée. Ah non mais on n'a pas 3 heures quand même. Non mais c'est Johan, juste ta soirée. Faites-nous votre soirée au stade, Bertrand. Oui, bien sûr. Parce que je ne l'ai pas vu venir celle-là. Là il a essayé de m'arnaquer un peu. Racontez-nous votre Coupe du Monde, Bertrand Latour. Vous avez 45 minutes. Est-ce que tu as eu les larmes aux yeux? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as pris des nouilles? On a pris une belle douille à la fin. On a pris une belle carotte, si c'est ça la question. Si je vous raconte ma journée, je peux vous raconter ma nuit. On a peu dormi, mais on n'était pas en boîte de nuit, mais c'était simplement l'excitation et l'attente. Non, sur ce match, je vous le dis, désespéré. Pendant 70 minutes, je me dis, bon, on n'est pas invité. Et au final, moi, je me disais, bon, je suis même pas déçu parce que vu que je n'y ai jamais cru, bon, bah, on est battu par plus fort que nous. Mais après, c'est un tourbillon d'émotions. On y croit, on se dit, ah non, on est en prolongation, on va se faire éliminer. Et ensuite, on va perdre. Ensuite, il y a c'est un ascenseur émotionnel très très fort, très très intense, qui sans doute est encore supérieur à ce que vous avez vécu devant votre télé. J'imagine votre état devant la télé. Bah là, il faut se dire qu'on le vit, c'est sous nos yeux et en plus tous les buts étaient dans la cage devant laquelle nous faisions face. Donc c'est un tourbillon d'émotions. On est absolument vidé parce que ça a été très dur à suivre, éprouvant et puis beaucoup de tristesse à la fin, quoi. Simplement un petit complément sur Kolo Muani. Je voulais pas du tout lui faire porter la responsabilité de la défaite. C'est simplement que cette occasion-là, on la voit là aussi. On est devant la cage. On se dit que ça va aller au fond et qu'on va faire le braquage à la 120e et bon, si on la met au fond, par définition, on a gagné. Et bon, l'histoire racontera qu'à la fin, on va perdre. Mais c'est pas du tout pour lui faire porter le chapeau de la défaite. Et au contraire, comme vous, au stade, on a bien vu que lui a participé largement à transformer, c'est peut-être exagéré, mais à bien modifier la rencontre de manière avantageuse pour nous. Aucun problème, Bertrand. On l'avait totalement pris comme ça, je vous rassure. À aucun moment, il y avait une responsabilité. Vraiment, je vous l'assure. Karim Benani. Bertrand, je sais que tu regardes beaucoup de matchs de foot, toi, dans la semaine. On est pareil, tu es un vrai passionné. Tu ne cesses de regarder des matchs de foot depuis que tu as commencé ce métier, même bien plus tôt que ça. Est-ce que ce soir, tu as assisté au plus beau match que tu n'aies jamais vu dans ta vie, finalement? Que ce soit dans un stade ou devant ta télé? Ouais. Oui, pour le coup, et de loin, je pense que ce match-là, avant de le revivre, il nous manque que la cerise sur le gâteau, qui aurait été un peu plus que ça avec le titre de champion du monde. Mais là, on va pouvoir en couvrir des Coupes du Monde avant de retrouver la France en finale, même si ça arrive de plus en plus régulièrement. Mais la France en finale, avec un tel scénario, c'est absolument sensationnel. Et bon, tout à l'heure, vous aurez, sur la chaîne, on aura Sébastien Tarago, qui a encore un peu plus forcément de vécu que moi, et je pense qu'il vous dira la même chose. On a assisté à un moment d'histoire de notre sport. Moi, à l'heure où je vous parle, j'essaie de faire bonne figure. Je suis très déçu déçu pour l'équipe de France, même si j'ai conscience des lacunes qui sont les nôtres. Et voilà, je pense que l'Argentine ne fait pas un moins beau champion du monde que nous. Bien au contraire. Mais voilà, de la déception pour ces joueurs qu'on connaît de plus ou moins loin, pour les émotions qui nous ont fait vivre, pour aussi l'aventure collective qui a été la nôtre pendant plus d'un mois. Donc beaucoup de tristesse. Alors on se parle, mais c'est vrai qu'on a assisté à un moment de sport de dingue. Et je pense que des matchs de Coupe du Monde de ce niveau-là, avec cette dramaturgie-là, je pense qu'elle se compte sur les doigts d'une main. Après, c'est vrai, Bertrand, on se doit de rappeler que vous êtes au plus près des Bleus à l'entraînement, ce genre de choses, évidemment. Il y a une connexion, vous parlez avec eux, vous avez le même âge, vous, qu'eux. En plus, non, je veux dire, il faut aussi dévoiler quelques coulisses. Ça veut dire qu'il y a un moment, c'est de l'humain, quand même, tout ça. Et à la fin, l'humain, vous l'avez vu avec ces images... j'ai envie de dire traditionnelles de celui qui perd, ces images de détresse, ces joueurs tristes, ça fait mal quand même, ça.
Bah oui, elles sont dures ces images, et c'est vrai que quand on connaît un peu les personnes, qu'on les côtoie, on va dire moi ce sont pas mes amis, les joueurs de l'équipe de France, mais en tout cas j'ai un peu plus de liens et ils sont un peu plus nets encore pendant ces grandes compétitions où on essaye d'avoir des informations, d'échanger avec eux, avec le staff, avec les agences, avec certains membres des familles. Voilà, on leur souhaite, on n'a pas envie qu'ils échouent, on est tout à fait capable d'analyser les échecs ou les victoires. Et ce soir c'est une défaite, mais c'est vrai que ça fait mal, on sait tout l'investissement que ça représente, les moments par lesquels sont passées cette équipe. Je veux dire, moi, ce qui me revient là, c'est que quand on était dans cette même émission à Clairefontaine, il neigeait quasiment la veille du départ, avec Nkunku qui se pète la dernière action de l'entraînement. On se dit tout ce chemin qu'ils ont parcouru et que nous avons accompagné, nous, dans notre modeste contribution. Bon, c'est vrai que c'est déchirant, mais c'est aussi ce qui fait que les victoires sont aussi belles et que voilà, ce titre de champion du monde, on l'a savouré pendant plus de 4 ans maintenant, et ce sera cette fois-ci aux Argentins de briller. Et on peut se dire aussi qu'on a quand même de beaux jours devant nous. Si on fait la liste des blessés, si on fait la composition avec laquelle l'équipe de France finit ce match-là, et se dire qu'on est quand même en finale, c'est aussi beau. Mais je vous dis ça, j'ai pas vraiment le cœur à vous le dire, mais il faut prendre un peu aussi de recul forcément. Oui, Bertrand, moi j'ai une question qui me taraude. Selon toi, pourquoi et comment les Bleus sont rentrés ici longtemps dans cette finale? On a attendu 75 minutes. Peux-tu avancer une explication? Ouais, c'est... Moi, je pense qu'il y a une gestion émotionnelle qui a été difficile, qui est assez étonnante, parce que certains ont déjà joué une finale de Coupe du Monde et l'ont gagné, mais je me souviens les premiers ballons, les pertes de balles de Dembélé, les pertes de balles de Griezmann. Là, on n'est même pas dans la fatigue, le ballon brûlait les pieds tout simplement, et sans doute qu'ils n'ont pas pris la mesure de l'environnement par rapport à ce stade qui était bleu et blanc. On l'a dit dans les émissions biathlon un peu plus tôt sur la chaîne. C'est vrai qu'on était à Buenos Aires ce soir, mais là, j'ai senti comme une chape de plomb ces jours-là d'un point de vue mental. Et j'ai aussi senti un peu son ressort. Mais le problème, c'est que le ressort physique, il ne tient pas vraiment à la lumière de la fin de match des Français, même un peu aussi de la prolongation, puisqu'on peut gagner ce match à la 120e. Mais moi, il y en a beaucoup que j'ai senti sans énergie pendant très longtemps. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer. Il y a peut-être une explication on a aussi perdu des joueurs sur blessure. C'est vrai que certains ont été largement diminués ces derniers jours avec le virus qui a frappé l'équipe de France. Mais disons qu'à ce récit-là, il tenait davantage si on avait perdu 2-0 ou 3-0 dans les 90 minutes. Mais voilà, donc je dirais un peu l'argument physique quand même, et l'argument surtout mental. Je pense que les Français sont passés à côté en tout début de match. Et on peut quand même aussi souligner, je me permets de rentrer dans la conversation avant de laisser la parole à Ludo, les sublimes 70 premières minutes argentines qu'ont mis de l'agnac. De l'enjeu, il y a l'impression qu'ils étaient 15 à un moment autour des Bleus. Ludo. On continue sur quoi là? Vous vouliez poser une question à Bertrand, non? Je pensais que vous aviez une question pour Bertrand. Alors moi j'avais une question pour vous. Je vous redonne la parole. J'avais une question pour vous, Bertrand. Je pensais que Ludo en avait une. On a fait un petit quiproquo. Vous l'avez dit. On a des joueurs qui étaient habitués, c'est un grand mot, qui avaient déjà joué une finale de Coupe du Monde. Et il y a eu un changement à la 39e. Deschamps savait qu'il allait y avoir 7 ou 8 minutes d'arrêt de jeu. Et c'est Giroud et Dembélé, des joueurs titulaires dans 2 des plus grands clubs européens. Il s'est pas caché là, le coach français. Non, il a tranché dans le vif, et on peut parfois considérer que Didier Deschamps fait preuve d'immobilisme dans ses changements. Souvent, on trouve qu'il tarde. Là, pour le coup, il a tranché dans le vif. Je pense qu'il a eu raison de le faire. Moi, en tout cas, au moment où il le fait, je ne sais pas si j'aurais sorti Giroud, pour être tout à fait honnête. Mais en tout cas, il y avait, vous pouviez facilement sortir 2 joueurs. Ça a été ces 2-là. Ça aurait pu être d'autres. Je pense que Dembélé, dans tous les cas, méritait malheureusement pour lui de sortir de cette rencontre-là. Mais c'est vrai que, honnêtement, nous, à un moment donné, je me suis dit, mais en plus de ça, on va en prendre 5. Donc, c'est vrai il était grand temps que ça s'arrête. Et avec ces arrêts de jeu qui durent très longtemps, ça a été une très bonne chose de sa part. Mais c'est vrai qu'il a tout de suite jeté ses cartes, et il a eu raison de le faire. Ça n'a pas suffi, mais pour moi c'était la chose à faire, et ça, honnêtement, c'était ce que réclamait le jeu, ou l'absence de jeu en l'occurrence côté français. Et là aussi on a quand même vu le comparatif, même si en l'occurrence les deux font une bonne entrée. Mais quand on voit qu'en prolongation les Argentins font rentrer des joueurs comme Dybala, comme Lautaro Martinez, ça dit aussi quand même quelque chose un peu du rapport de force entre les deux équipes, et notamment en particulier entre les deux bancs de touche. Mais bon, quand vous avez Nkunku qui est à la maison, Benzema
Benzema qui est à la maison, sans parler des défenseurs, Pogba et compagnie. Bon, bah, on a beau avoir un super réservoir, il y a un moment donné, on ne fait pas de miracle non plus. Hein. Parce que l'équipe de France a terminé avec joueurs de champ, pas en enlevant les sélections du Goloris, avec 10 joueurs en une moyenne de 15 sélections. Non mais c'est fou. Voilà, non mais c'est dingue. Faut se rendre compte de vous ça. avez raison, c'est complètement dingue. Une moyenne de joueurs à 15 sélections en finale de Coupe du Monde. Et c'est Thuram et Randal Colomoni qui en ont encore moins. Hein, Dizazi, et Dizazi voilà. qui termine. Il était rentré. Fofana, je pense qu'il avait un tir au but à venir, Dizazi aussi, s'il est rentré. Un mot